Bienvenue si vous nous rejoignez pour décryptage sur Niwa d'Info. Quelle politique de migration dans nos États africains? Une question que l'on se pose depuis la reprise des vagues de naufrages sur nos côtes, naufrages de pirogues, surtout de ressortissants africains en quête de rallier l'Europe par l'océan. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Dernièrement, le Sénégal est le pays le plus touché par ce phénomène. Au moins 30 morts. Qu'est-ce qui explique cette prise de risque par nos compatriotes africains? En fait, pour le cas du Sénégal, c'est très particulier. Au départ, c'était des jeunes dans le chômage qui ne parvenaient pas à se réaliser, qui tentaient l'aventure par la pirogue ou bien par le désert, qui aboutissait encore par la pirogue pour traverser la Méditerranée. Actuellement, le phénomène est devenu beaucoup plus complexe, puisque vous avez des gens qui travaillent, qui ont une certaine stabilité quand même, qui prennent les pirogues malgré tout. Mais quand on le ramène au contexte sénégalais, il y a un terme sénégalais qui signifie teki, qu'on peut traduire par réussir, bien que ça ne donne pas exactement tout le sens. Réussir à tout prix? Réussir à tout prix pour le Sénégalais, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a une énorme charge sociale qui est là. Quand je suis dans une famille où les conditions ne sont pas réunies, il faut que j'honore ma mère, il faut que j'honore mon père, il faut que j'amène mes parents à la Mecque, il faut que je construise une maison pour mes parents. Vous voyez, quand la charge atteint un certain niveau, la personne travaille, mais elle trouve que les moyens disponibles ne lui permettent pas cette réussite-là. On va aller chercher autre chose. Un autre élément qui s'y ajoute, c'est la féminisation. De plus en plus de femmes prennent des pirogues, des enfants, et même le dernier cas, vous avez un chef de famille de 54 ans qui a pris la pirogue pour aller en Espagne. C'est pourquoi actuellement on interpelle les sociologues, on interpelle les psychologues, on interpelle les responsables religieux pour dire mais attendez, voilà un phénomène sur lequel il va falloir que les gens s'asseyent, parce que ça dépasse ce qu'on connaissait auparavant, où quelqu'un qui a la conviction qu'il ne peut pas réussir au Sénégal veut partir, mais la façon dont on voit les gens partir aujourd'hui dépasse cette façon de dire il ne peut pas travailler ici, il va aller là-bas, il va pouvoir réussir, alors que ce n'est même pas évident. En clair, le questionnement aujourd'hui, c'est par rapport au profil des candidats à cette aventure. Oui, mais c'est le profil qui fait peur aujourd'hui. On a vu des fonctionnaires, des enseignants prendre les pirogues. Alors que bon, l'enseignant sénégalais n'est certes pas très riche, mais il est quand même payé. Plutôt même bien payé. Mais comme j'ai dit, c'est que dans ce que lui, il appelle réalisation, ce salaire d'enseignant ne lui permet pas d'atteindre cette réalisation-là. Donc, il y a un aspect qui est là, qui dépasse le fait de manque d'emploi, de jeunes qui n'ont pas la possibilité de travailler. Il y a une aspiration sociale qui est là, qui est extrêmement forte, qui pousse les gens à partir, et qui amène parfois même les familles à accompagner ce départ. On a vu lors d'études qui avaient été menées sur ces questions, des femmes... Parce que cela nécessite également des fonds, on ne part pas les bras ballants. Mais c'est de ça que j'allais parler. On a vu des femmes, parce qu'au Sénégal, d'habitude, quand on épouse une femme, ça fait partie de nos charges sociales, il faut lui offrir de l'or. Mais on a vu des femmes prendre cet or que le mari leur a offert pendant le mariage, qui est très symbolique, d'aller le vendre, pour mettre de l'argent à la disposition de son enfant pour qu'il puisse payer pour prendre la pirogue. Il y a même depuis récemment un autre phénomène beaucoup plus complexe. Des Pakistanais sont venus prendre les pirogues au Sénégal. On connaissait déjà nos pays, les voisins autour du Sénégal qui venaient prendre la Gambie, la pirogue. Notamment. Oui, la Guinée, le Mali, ça on connaissait déjà. Mais cette fois-ci, c'est devenu très particulier parce que le Pakistan par rapport au Sénégal, la distance est extrêmement grande. Mais ce n'est pas une surprise parce que les routes de la migration ont ce défaut à chaque fois que les gens se rendent compte qu'à partir de telle zone, on peut aller en Europe, on peut aller aux États-Unis. Ça commence petitement. Après, quand l'information va circuler, vous allez voir des gens venus de très loin pour venir prendre ces pirogues-là et aller vers le continent européen ou bien les États-Unis. L'État a annoncé en tout cas des mesures depuis Macky Sall, mais il y a toujours des cas de naufrage sur les côtes sénégalaises. Mais est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des forces de sécurité? Un dysfonctionnement, non. C'est-à-dire tout l'ouest du Sénégal, c'est l'océan Atlantique.
Ça veut dire que s'il faut contrôler, ce sera extrêmement difficile. Le dernier cas de naufrage, par exemple, pendant la même période, à peu près 700 personnes ont été arrêtées en mer et ramenées sur terre par les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Ils ont arrêté énormément de personnes qui tentent de partir. Et parmi lesquels il y a des gens qui ne sont pas à leur première tentative. Mais bien, non seulement ils ne sont pas à leur première tentative, c'est pourquoi je dis que c'est un phénomène à étudier. Vous avez des gens qui sont allés en mer, qui ont rencontré d'énormes difficultés, qui ont été sauvés, ramenés sur terre, qui te disent qu'à la prochaine occasion, je vais repartir. Vous en avez qui ont réussi à aller en Europe, qu'on a ramenés au Sénégal, et qui sont encore prêts à repartir. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire de chômage, d'emploi, parce que parfois des gens ont dépensé des sommes avec lesquelles ils auraient pu entreprendre au niveau du Sénégal pour partir. Mais il y a je ne sais pas comment il faut l'appeler, il y a cette attirance de l'Europe. Et même cette attirance de l'Europe, ce n'est plus la réalité aujourd'hui. Mais face au danger, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cette prise de décision? Déjà, à la base, en tout cas, vous citiez tantôt une pression sociale comme une des raisons, mais comment davantage sensibiliser et empêcher les gens de prendre ces décisions, de partir et de prendre ces gros risques? Au Sénégal, on n'a pas peur de la mer. Toute la côte, c'est des pêcheurs. Vous avez des dizaines de milliers de pirogues qui sont là-bas. Et ceux qui sont des gens de mer au Sénégal peuvent aller en mer pendant 12 jours et revenir. Alors que si le temps est clément, on a besoin de 7 jours pour aller en Espagne. Mais celui-là, pour aller en Espagne, ne lui parlez pas de peur de la mer, ne lui parlez pas de je ne sais pas quoi. Et ce sont ceux-là qui conduisent les pirogues. Les autres te disent, mais attends, ce que je suis en train de vivre et la mort, c'est presque la même chose. Donc, soit je pars en Europe parce qu'on risque déjà, et je vais réussir. On risque déjà sa vie au quotidien pour son métier. À défaut, je meurs dans l'océan. En considérant que ce qui se passe au Sénégal, c'est déjà la mort. Ils ont une expression Barça ou bien Barsac. Barsac, c'est pratiquement l'entre-deux mondes, c'est-à-dire accepter de pouvoir aller soit en Espagne ou mourir, et les gens le disent sans hésitation. Plus de 2000, c'est le nombre de migrants morts ou disparus en mer Méditerranée recensé en 2023, un bilan de l'OIM. C'est préoccupant au Sénégal, par exemple. Quelles sont les actions du gouvernement actuellement en matière de politique de migration? Mais les actions sont extrêmement compliquées parce qu'il y a d'abord un travail de retour. Beaucoup de pirogues sont allées échouer au Maroc. À Dakhla en particulier, mais tout le temps, vous avez des centaines de Sénégalais, vous avez des convois de bus qu'on organise pour ramener des Sénégalais. Et comme je dis, ça ne les empêche pas de vouloir repartir. La même chose s'était passée quand les gens passaient par la Libye, etc. Vous avez le même phénomène qui crée même une pression au niveau du pays. Tout récemment, il y en a qui étaient au niveau de l'Algérie, qu'on a rejeté au niveau de la frontière avec le Niger, qui appelaient au secours parce qu'ils n'avaient plus rien, ni pour manger, ni pour faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un phénomène que l'on retrouve en Afrique seulement, parce que entre la France et l'Angleterre, avec la Manche... Avec la Manche, tout à fait. Nous avons actuellement le même phénomène. Où vous avez des Africains, pas cette fois-ci l'Afrique de l'Ouest, pas seulement d'ailleurs, des Afghans, des Iraniens, des Irakiens, des Érythréens, parce que souvent on pense à l'espace francophone. Ici, ces gens ne sont pas de l'espace francophone, qui veulent coûte que coûte aller en Angleterre, qui essayent de traverser la Manche pratiquement dans les mêmes conditions que ce que l'on voit à partir de nos côtes. Mais bien sûr, ici la distance n'est pas la même, parce que la Manche c'est 30 km quand tu quittes la France, à partir de Calais en particulier, pour y aller. Mais là-bas également, la forte surveillance amène les gens à s'éloigner pour aller faire 130 km pour échapper à cette surveillance-là. Et ça fait que de plus en plus, que ce soit au Sénégal, que ce soit au niveau de la Manche, les gens ont tendance à aller la nuit. Et c'est des départs précipités. Puisqu'il faut partir avant que les troupes qui viennent contrôler la côte ne soient là et ne vous empêchent de partir. Il faut déjà prendre la mer, et souvent la bonne préparation, parce que quand on dit je vais aller en mer pour 4, pour 5, pour 6 jours, mais on ne se prépare pas que quand on veut juste aller en mer, faire 2 heures de temps et puis revenir.
en Méditerranée ou dans la Manche. C'est le même scénario qui se répète encore et encore, mais partir légalement non plus n'est pas facile. On déplore les procédures de demande de visa dans les ambassades. C'est pas toujours garanti, malgré les frais déboursés. Les ONG qui travaillent sur la question disent qu'il faut régler le problème à 2 niveaux. Un des niveaux, c'est qu'il faut que l'accessibilité de ces pays soit là. On nous parle de déclaration des droits de l'homme et autres, mais l'homme a la liberté de circuler. Et l'histoire du monde, c'est une histoire de migration. Pourquoi refuser la migration aujourd'hui? L'histoire du monde est une histoire de migration, à ne pas finir. Donc, les ONG disent, attendez, il faut également assouplir les conditions d'accès pour permettre à des gens qui le méritent, soit parce qu'ils sont dans une situation de difficulté et ils veulent se réaliser. C'est quelque chose qui est légitime. C'est peut-être la façon de le faire qui pose problème. Mais le fait de vouloir se réaliser, c'est quelque chose qui est légitime. Il y a d'autres qui sont dans des situations plus compliquées, soit ils sont dans des pays en guerre, soit ils sont dans des pays où il n'y a pratiquement aucune possibilité de liberté. Mais le principe, c'est de pouvoir trouver à ces gens-là une solution, une sortie de leur pays pour pouvoir aller ailleurs. L'autre élément, c'est de travailler également sur les zones de départ. Parce que s'il y a autant de jeunes qui s'en vont, mais ça veut dire qu'à partir des zones de départ, incontestablement, il y a un véritable problème. Parce que ça aussi, il faut qu'on travaille là-dessus. Ils ont essayé à un certain moment le Frontex qui consistait à vouloir empêcher les gens en mettant une frontière, si je peux le dire ici, au niveau de la mer pour empêcher les gens de partir. Ça n'a pas empêché les gens de partir. Le cas de la France est là. La France est actuellement embêtée par cette affaire parce que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de Schengen. Alors que le principe, c'est que les pays de Schengen se protègent en protégeant les frontières de Schengen pour qu'on ne rentre pas par un autre pays pour venir vers un autre pays. L'Angleterre ne fait pas partie. En fait, l'Angleterre n'a jamais fait partie de Schengen. Et comme on part à partir de la France, c'est les Français aujourd'hui qui sont à la limite, les soldats à la place de l'Angleterre. En tout cas, vous avez parfois des Français qui font des coups de gueule en disant c'est pas à nous de protéger les frontières de l'Angleterre. Ils n'ont qu'à protéger les frontières à partir de leur sol. Mais comme les départs, c'est à partir de la France, l'Angleterre se plaint toujours comme si la France laisse les gens venir sur le territoire du Royaume-Uni. En 2023, le visa Schengen aura été refusé à plus de 704 000 demandeurs africains, ce qui équivaut à 56 millions d'euros non remboursables, selon les chiffres d'un reportage de nos confrères de Al Jazeera Plus Français. Pourquoi la règle de la proximité n'existe pas à ce niveau-là, justement? Mais il faut dire clairement ici que c'est une arnaque. C'est vraiment une arnaque. Et une arnaque à 2 niveaux. La première arnaque, c'est toute cette somme d'argent. Plus les documents, parce qu'il y a la somme, il y a tout ce qu'on te demande, qui coûte également de l'argent. Oui. Alors qu'il n'y a aucune perspective claire sur l'obtention ou pas du visa. Parce qu'ici, quand on en parle, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est au chômage, qui n'a pas de qualification professionnelle, qu'on ne veut pas. Mais vous avez des commerçants, on a même vu des professeurs d'université à qui on a refusé des visas. Donc ça, c'est une arnaque parce que le minimum serait de restituer aux gens leur argent si on ne leur donne pas de visa. Ou bien de considérer qu'il y a des frais dedans et de pouvoir restituer à la personne au moins une partie de la somme. Il y a une deuxième arnaque. Et la deuxième arnaque, les frais de visa sont passés de 80 à 90 euros. Oui, mais il y a une deuxième arnaque. Un salaire moyen dans certains pays en Afrique. La deuxième arnaque, c'est que c'est tout le temps saturé. On vous dit de vous inscrire en ligne, vous n'allez jamais pouvoir le faire. Il y a d'autres qui peuvent vous donner la possibilité d'avoir un rendez-vous. Pas un visa, mais juste le rendez-vous. Pour déposer, pour avoir un visa, c'est devenu une autre arnaque parce que là-bas également, on va te demander de l'argent et il faut payer dur pour pouvoir avoir ce rendez-vous-là, alors qu'ils sont au courant qu'il y a cette magouille au niveau d'une bonne partie aujourd'hui des ambassades occidentales et parfois ça explose sous la forme de scandale. On promet de trouver une solution à cela, mais quelques jours après, on retourne à la case de départ. Et pour la plupart, même quand les dossiers sont bons, le visa est refusé sur la base de soupçons de doute. En fait, pas seulement nécessairement sur la base de soupçons. Ils ont un principe tout simple, tout le monde ne peut pas venir. Donc ce n'est pas ton profil, sauf quand on est dans l'immigration choisie, c'est-à-dire quand c'est eux qui choisissent des gens dont ils ont besoin.
Quand ce n'est pas ce cas-là, mais vous pouvez avoir un très bon profil et vous voir refuser le visa parce qu'ils sont également dans une logique de calcul. Dans l'année, nous allons donner à peu près tel nombre de visas. Ben, on les répartit dans les mois, dans les semaines et dans les jours. Ça fait qu'en fonction du moment où tu viens, s'il y a déjà des visas qui ont été délivrés, quel que soit ton profil, ça ne passe pas. Rappelez-vous le conflit entre l'Algérie, la France, le Maroc, la France, où la France avait décidé du jour au lendemain de réduire de façon drastique le nombre de visas accordés, alors que le nombre de demandeurs était tellement extraordinaire que ces pays réclamaient plutôt une augmentation des nombres de visas. Mais je crois qu'il faut que nos pays réfléchissent également sur cette affaire et je ne dirais pas de penser à une réciprocité parce qu'il n'y a pas autant de Français qui veulent venir s'installer chez nous. Mais quand ils viennent chez nous quand même, ils n'ont pas toutes les tracasseries auxquelles les Africains sont confrontés quand ils veulent aller en Europe. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas une vraie politique pour encourager également le retour au bercail pour ceux qui ont quand même réussi à aller se réaliser et avoir bénéficié de beaux parcours de l'autre côté? Il y a un travail qui est fait dans pratiquement tous nos pays pour amener la diaspora à revenir. Quand je dis diaspora, vous avez deux dimensions dedans. Vous avez des gens qui ont des moyens, qui sont en mesure d'investir dans nos pays. Au pays. Vous avez des gens qui ont acquis une expérience extraordinaire qui doivent pouvoir servir nos pays d'un point de vue technologique, etc. Mais quelles sont les conditions de retour? C'est tout le problème. Vous avez des gens qui considèrent que dans nos pays, jusqu'à présent, même respecter l'heure pour aller au travail, les gens ne sont pas capables de le faire. Ils te disent, moi, je ne vais pas ouvrir une entreprise dans ces conditions. Ils te disent, mais non, ces gens ne travaillent pas. Ils te volent le travail parce qu'ils passent 12 heures au niveau du service ou bien au niveau de l'usine, mais la quantité en termes de production, de résultats de travail n'a absolument rien à voir avec le nombre d'heures que la personne a passé. Choc de culture. Mais il faut qu'on travaille sur cela également, parce que quand vous voulez demander à quelqu'un de venir investir, mais ce n'est pas parce qu'il est un ressortissant, un citoyen du pays, qu'il va venir investir pour perdre de l'argent, il va venir investir pour gagner de l'argent. Il faut que ces conditions soient réunies. La deuxième chose, on crée toujours des facilités pour les entreprises étrangères. Mais commençons par nos propres concitoyens qui veulent investir dans nos pays, qu'on leur crée les mêmes facilités, les réductions qu'on accorde aux autres, qu'on leur accorde. Les autres du côté scientifique se plaignent parce qu'ils te disent parfois, si tu viens, il n'y a pas un cadre pour te recevoir. Et ils n'ont pas totalement tort parce que chez nous, la recherche, elle est très peu financée, y compris au niveau de nos universités et autres. Mais quand celui-là vient, vous le mettez où? Prenez un spécialiste en, je ne sais pas moi, énergie nucléaire qui a fait la NASA ou je ne sais pas quoi qui arrive. Souvent, vous n'avez même pas une structure en place qui est en mesure de l'accueillir. Il faut qu'on travaille également dans ce sens parce que certains dans la diaspora ont bel et bien envie de revenir en Afrique. Ils ont bel et bien envie de venir servir l'Afrique, mais ils ne veulent pas qu'on oublie qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont arrivés. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans Décryptage.